crash du 6 mai. Quand on les regardait, ça va très vite maintenant. On s'aperçoit maintenant qu'on peut faire 27 000 opérations sur 4 secondes. Mais tout ça est enregistré, on peut aller regarder et on peut voir des entreprises qui fraudent et qui fraudaient toutes dans le même sens, c'est-à-dire faire monter les prix. Pourquoi ? Parce qu'on relance l'économie comme ça, c'est-à-dire qu'on crée une bulle délibérément. Alain Gérard ? Je suis totalement d'accord avec votre diagnostic, Monsieur Jorion. Je ne suis pas d'accord avec votre analyse des moyens de résoudre le problème. Parce que, précisément, Marc Ravels a parlé d'experts autoproclamés. C'est une des dimensions du problème. Le problème n'est-il pas, quand même, fondamentalement, le fait que les institutions, les contre-pouvoirs, ne fonctionnent pas comme ils devraient le faire. On a créé des autorités administratives indépendantes qui seraient censées, précisément, apporter ce que l'on appelle, c'est le mot à la mode, mais j'en trouve pas d'autres, des régulations. Et il est clair que ça ne suffit pas. D'où des réactions populistes comme celle de Cantona. C'est-à-dire que vous avez aussitôt des gens qui se défaussent et qui en appellent à l'opinion en essayant de l'exciter. Et ça, je ne trouve pas que ce soit un progrès. Paul Jorion ? Oui, ce qu'on a vu, c'est qu'à l'époque 1975-2007, on a vu des régulateurs, non seulement qui n'avaient pas beaucoup de pouvoir dès le départ, mais on leur a dit de rester assis, d'être endormis au volant. C'était des instructions qui venaient. Quand M. Bush, il a eu 2 mandats, quand M. Bush est arrivé au pouvoir, c'était immédiatement, les régulateurs ont été immédiatement émasculés, c'était terminé. Ils pouvaient juste regarder, ils avaient juste le droit de regarder ce qui était en train de se passer. Mais tout ça, c'est à l'intérieur quand même, il faut bien le dire, d'une idéologie qui disait que c'était ça la meilleure manière dont les choses pouvaient se passer. On avait à la tête de la Fédérale Réserve pendant pratiquement 20 ans, pendant 19 ans, jusqu'en 2006. On avait un monsieur qui se disait libertarien, qui se disait disciple d'Ayn Rand, c'est-à-dire l'anarcho-capitalisme, comme on l'appelle parfois, ce n'est pas moi qui invente ce nom, ils s'appellent comme ça eux-mêmes, l'anarcho-capitalisme, c'est-à-dire la disparition de l'État. Ce sont des gens qui, comme Ron Paul, demandent maintenant qu'on supprime carrément la Fédérale Réserve. Il vaut mieux, dit-il, que la liberté soit absolue. Mais liberté dans le cadre tel qu'il existe, c'est-à-dire avec des très puissants et des très impuissants aussi, accorder la liberté à tout le monde dans l'état actuel des choses, sans égaliser pour commencer, c'est simplement permettre à ceux qui sont au sommet de devenir carrément les despotes et d'organiser la société de manière peut-être encore pire que maintenant. Paul Jorion, l'invité des Matins de France Culture, merci de nous avoir rejoints. Vous savez qu'il y a une actualité très riche aujourd'hui notamment. C'est aujourd'hui qu'on vote le budget 2011 en Irlande. C'était hier que les ministres de la zone euro souhaitent augmenter le fonds de secours pour les pays en difficulté. Il est controversé d'ailleurs d'émettre des obligations européennes. Et puis notamment demain, validation par les 27 États membres d'un accord sur le renforcement de la supervision des agences de notation. Mais en un petit mot, vous, Paul Jorion, vous pensez que les prochains, après la Grèce, le Portugal, l'Irlande, c'est justement la France et l'Espagne, ou est-ce qu'il faut être comme François Baroin, dire que tout cela n'est pas à l'ordre du jour ? Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais écoutez, on a 16 pays qui s'étaient arrangés en 1999, il y en a quelques-uns qui se sont joints en 2002, 16 pays qui ont dit, voilà, on va faire une union économique, une union fondée sur une monnaie unique. Bon, alors, il fallait qu'on commence à harmoniser les économies, sinon ça ne marcherait pas. On n'a rien fait dans cet ordre-là. Justement, je rejoins ce que je viens de dire. On s'est dit, bon, l'organisation, le marché va s'autoréguler et tout ça va marcher tout seul. Mais évidemment, il n'y a pas eu de miracle. Alors, on se trouve dans une situation. On est 16, ça marche. Bon, il y en a un qui tombe, c'est la Grèce. Bon, on est 15 et on va aider le 1 qui reste. Bon, qui est le 1 qui a des difficultés. L'Irlande tombe. Maintenant, on est 2 d'un côté, 14 de l'autre. On va laisser le Portugal va tomber. On va être 13 contre 3. On va être 12 contre 4. C'est les dominos, donc c'est-à-dire que bon, il faut pas dire le problème n'est pas d'actualité ou non. Ce sont les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Il y en a un qui tombe chaque jour, et les autres doivent se coaliser pour essayer d'aider ceux qui ne marchent pas. Il viendra un moment où ça basculera. Ça ne pourra pas être fait de cette manière-là. Mais on n'y pense pas, on dit non. La solidarité entre ceux qui restent, et alors on retrouvera. L'Allemagne se rebiffe, bien entendu, puisqu'elle va se retrouver la dernière à devoir supporter tout le monde.
Je vois votre sourire. Oui, il y a quelqu'un qui lit mon blog là. J'avais demandé ça pour mon enterrement, pas pendant que je suis en vie. C'est qui Moi, j'ai découvert ça en regardant votre Franco, blog, évidemment. Franco, un chanteur congolais. Il avait un groupe très intéressant aussi. Il est mort du sida en 86 et il avait un des meilleurs groupes congolais. Ouais. Voilà, Paul Jorion, nous n'aurons pas le temps d'évoquer davantage votre livre, mais je retiens une phrase dans votre livre qui est presque comme un aphorisme, un apophthegme, je ne sais, une maxime. La vérité et le prix ont une structure identique. Voilà, Le Prix, édition du Croquant, Paul Jorion, à lire, 8h56, Marc Kravetz. Votre chronique et votre histoire du jour, dernière nouvelle de l'ennemi public numéro 1. L'ennemi public numéro 1, en effet. Rebonjour Marc, bonjour à tous. Non, je ne vais pas vous parler d'Oussama Ben Laden, pour plus de ses lieutenants ou de ses alliés. Tenez par exemple ce Oumar Khalid, vous n'en avez jamais entendu parler peut-être, mais commandant taliban pakistanais, qui a un sérieux palmarès. Son dernier exploit serait d'avoir organisé hier un double attentat suicide qui a fait 50 morts au moins et plus de 100 blessés dans une zone tribale du Pakistan. Vous avez remarqué, c'est à peine mentionné dans les informations, tellement c'est... Bah ouais, non, l'homme dont il est question ici n'a officiellement tué personne, enfin, pas encore. Ce qu'il a fait est bien pire, je vais le dire en vrac, un nouveau 11 septembre, un traître, un architraître, qui met en péril des centaines, des milliers, peut-être de vies humaines, un fauteur de guerre potentiel, mais de guerre néanmoins, l'annonciateur d'un nouveau totalitarisme, voire d'une barbarie universelle qui nous anéantira tous. Si on ne l'arrête pas à temps, vous aurez bien sûr reconnu Julian Assange au fil de ces quelques qualificatifs énoncés ces derniers jours. J'aurais presque pu tout mettre entre guillemets, par des personnalités au demeurant fort respectables. Et pour un tel criminel, tenez là, j'ouvre les guillemets, toute peine qui ne serait pas la mort serait trop douce. La sentence a été prononcée par un ex et probablement futur candidat républicain à la présidence des États-Unis. Je vois Alexandre Adler sourire, il le connaît bien, Mike Huckabee, vieil ami. Mais ils sont nombreux à vouloir la mort du pêcheur. Je n'ai cité ici, donc mot à mot, que l'un des plus notables. Alors bien sûr, les voix américaines sont particulièrement virulentes, mais c'est aussi d'abord la diplomatie des États-Unis qui fait les frais de l'opération. Elles ne sont pas les seules. En fait, on peut dire sans excès que Wikileaks et son porte-parole ont suscité non seulement une réprobation, mais une condamnation internationale quasi unanime. C'est très très rare de voir ça. Le protocole de Kyoto ne pourrait pas en dire autant. En tout cas, au niveau des États, bien sûr. Alors oui, à la lecture des communiqués et des réactions des uns et des autres, officielles. Julian Assange est bien l'ennemi public numéro 1, cela qui, d'autre part, n'a pourtant pas vraiment à voir avec la situation de l'intéressé vis-à-vis de la justice. Mais laquelle ? Ah oui, à ce stade officiellement, seule la justice suédoise le réclame pour une accusation assez ambiguë et obscure de viol, d'agression sexuelle suite à une plainte de 2 jeunes femmes qui ont certainement des choses à reprocher à un ex-amant indélicat, mais apparemment pas un violeur, du moins au sens criminel. En fait, bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, l'affaire est compliquée. L'accusation avait été levée, d'ailleurs au moins partiellement, puis reprise, assortie maintenant d'un mandat d'arrêt international aggravé après l'annonce de la publication des 250 000 documents diplomatiques, difficile de croire au hasard dans ces circonstances. Mais on en saura probablement plus bientôt si, comme l'a annoncé hier l'avocat de Julian Assange, celui-ci comparaît devant un tribunal britannique dans les jours qui viennent, puisqu'il a assuré qu'il voulait s'expliquer avec la police du Royaume-Uni. Alors il est évident que la justice américaine aimerait bien l'avoir à sa disposition, elle n'est d'ailleurs pas la seule, mais il ne sera pas facile de lui trouver un chef d'accusation adéquat, la haute trahison étant exclue, puisque Assange n'est pas citoyen américain et que l'Australie, son pays, n'a rien de tel à lui reprocher. Alors en attendant, le site Wikileaks, son héros et ses moyens de financement font l'objet de mesures de rétorsion d'un pays à l'autre, dont on peut penser qu'elles ne relèvent pas du hasard. On le ferme ici, on lui coupe les livres là, mais après tout, on se dirait que c'est de bonne guerre. Il faut aussi noter que cette hystérie officielle, le mot n'est pas trop fort, n'est absolument plus en phase avec l'examen de l'affaire par toutes sortes d'experts et commentateurs. Il se dit d'ailleurs et s'écrit des choses passionnantes. J'ai évidemment pas le temps, mais je vais y revenir très bientôt parce que ça mérite qu'on y regarde de plus près. Et puis, juste pour sourire à la fin, le surnom qu'on lui a donné à la presse britannique, le Mouron Rouge, Scarlet Pimpernel. C'est une vieille histoire, c'est un feuilleton. On y reviendra. Le Mouron Rouge, l'insaisissable Mouron Rouge, précurseur de Zorro. Non. Héritier de Zorro, précurseur. Héritier de Robin des Bois, précurseur de Zorro.
Tout un programme. Prochaine fois, quand vous viendrez, Paul Jorian, vous rassurerez Chacha sur le blog. On vous appelle, on vous passera Robin des Bois de Georges Guettari, si ça vous fait plaisir. Ah oui, non. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit mon morceau préféré. Oui. Voilà, Paul Jorian, le prix au croquant. Paul Jorian, bien sûr, à retrouver sur c'est quoi, pauljorian.com, grosso modo l'adresse. .com, Voilà. blog. Oui. Voilà. Enfin, c'est facile à trouver. Laurentin, dans 5 minutes, la fabrique de l'histoire. Un documentaire sur les milieux psychiatriques dans les années 70, un formidable documentaire qui se passe à Aîné-le-Château. Je vous engage à l'écouter jusqu'à 10h dans la fabrique de l'histoire. Et c'est dans 5 minutes. Merci à l'équipe du matin, Vincent Lemaire, Céline Boudetta, Mélanie Chalandon et Pauline